Patrick Cohen. Excellent début de journée à notre écoute. Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, la victoire des Bleus en Coupe Davis. Oui, alors autant dire que pour ceux que le tennis laisse indifférents, ça va être compliqué. Noah, Pouille, Tsonga, Gasquet et le saladier d'argent tant désiré depuis 16 ans font donc la une de la quasi-totalité des journaux. Heureux, titre Le Parisien. Un pur bonheur pour l'équipe. C'est jour de fête pour la Voix du Nord, mais aussi la Provence, le Dauphiné, la Montagne, la Dépêche du Midi, l'Est républicain ou encore le Télégramme. Bon, il y a aussi le papier de Grégory Schneider dans Libération qui relativise. Le froid examen du parcours des Bleus oblige à dire que le joueur le mieux classé qu'ils aient battu en simple est un certain Daniel Evans, 44e en avril, écrit le journaliste. Yannick Noah a souvent donné l'image d'un homme usé, sans énergie, totalement passif quand ses joueurs étaient dans la nasse, un capitaine un peu sépia que ses joueurs respectent en dépit de cela ou grâce à cela, préservant cette mystique de gagneur sur laquelle on ne miserait pas bien lourd quand même. Alors ça sent le gros règlement de compte entre la presse sportive et l'équipe de France, mais à part ça, comme le souligne Nord Éclair, au bout du suspense, il y a quand même la victoire. Voilà, laissez-nous savourer. Ce matin, l'heure est aux réjouissances, peut-être aussi parce que le reste de l'actualité ne prête pas à sourire, loin s'en faut. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, par exemple, derrière la une sur le tennis, la page 3 revient sur les marchés aux esclaves en Libye. Oui, sur le thème, tout le monde savait. Les images d'une vente aux enchères de jeunes Africains diffusées sur CNN ont suscité une onde de choc, écrit le journal. L'ONU s'est dite horrifiée, l'Union africaine indignée, l'Union européenne révoltée, mais c'est une hypocrisie, répondent les experts. Les DNA racontent comment les ONG n'ont cessé d'alerter. Dès le mois d'avril, l'Organisation internationale pour les migrations rapportait l'existence de marchés aux esclaves en Libye. En septembre, c'est Médecins sans frontières qui dénonçaient enlèvement et torture. Donc oui, écrit Pascal Coqui dans son édito, Emmanuel Macron a raison. C'est un crime contre l'humanité qui se perpétue sous nos yeux et c'est complicité de crimes contre l'humanité que de vouloir confier une partie du contrôle migratoire à ce pays. Condamner ne suffit plus, d'autant qu'il n'y a pas que la Libye. Dans un autre genre, il y a aussi l'Arabie Saoudite, le Liban, le Maroc, où des femmes sénégalaises sont vendues comme domestiques. Reportage à lire sur lemonde.fr. Bourri est né et a grandi à Dakar, écrit Luciana de Michel en 2015. Sur les conseils de sa mère, dont une amie tient ce qu'on appelle une agence de recrutement, elle part travailler en Arabie Saoudite. À son arrivée, ses employeurs lui prennent sa valise, son ordinateur, son passeport. Dès le premier jour, c'était l'enfer, raconte Bourri. Les fils de la patronne n'arrêtaient pas de me regarder, ils m'ont touché les cuisses et les fesses. Au bout de quelques semaines sans être payée, elle demande à pouvoir rentrer au Sénégal. Mais c'est là que j'ai compris, dit-elle, on m'avait vendu. Ma patronne m'a dit avoir payé 2 millions de francs CFA à l'agence de Dakar pour me faire venir. Sans remboursement, je ne pouvais aller nulle part. Et Bourri n'est pas la seule, précise Le Monde. Chaque année, une centaine de Sénégalaises seraient vendues à des particuliers au Maroc, au Liban, en Mauritanie ou encore au Koweït. À la une également, d'autres dossiers brûlants sur la scène internationale. Oui, le Figaro, par exemple, propose un dossier sur la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient. Liban, Syrie, Irak, comment l'Iran étend son emprise. Il y a aussi La Croix qui titre sur les Rohingyas, peuple apatride. Rapport au voyage du pape cette semaine en Birmanie. En une, cette photo d'une jeune fille se tenant droite au milieu d'une foule d'adultes dans un camp de réfugiés et son regard surtout intensément fixé sur le lecteur. Comme elle, depuis 3 mois, 600 000 Rohingyas ont fui la Birmanie et trouvé refuge dans l'un des 3 camps improvisés au Bangladesh. Et le journaliste Pierre Cochet décrit une situation inextricable. Il n'y a personne pour croire que ces réfugiés vont rentrer chez eux demain, dit-il. Les rapatriés n'est pas la solution. Là-bas, ils étaient des sous-hommes et aujourd'hui, ils n'ont toujours pas le droit d'avoir une carte de citoyen. Et puis, ça ne fait plus la une des journaux, mais quelques titres en parlent encore quand même. L'attentat perpétré ce week-end dans une mosquée au Sinaï, c'est 305 morts et 128 blessés, à lire notamment l'opinion et l'humanité qui font le même constat, celui de l'échec de l'approche tout sécuritaire de l'Égypte et de la marginalisation des habitants du Sinaï abandonnés aux groupes armés. Enfin, retour en France avec cette enquête du mensuel Capital sur l'ISF. Oui, parce que c'est toujours bien de connaître l'impact des réformes. Alors comment les exilés fiscaux prennent-ils la suppression de l'impôt sur la fortune? Vont-ils rentrer au bercail? Réponse sans appel, c'est non, Patrick. Il en faudrait plus pour faire revenir les riches,
constate Philippine Robert. Les émigrés n'ont pas l'intention de revenir. Je me sens très bien en Suisse, confie Paul Dubrul, le fondateur du groupe Accor. L'idée de rentrer ne m'a même pas effleuré. Un autre, installé en Belgique, ajoute: supprimer l'ISF, c'est bien, mais qui nous dit que le successeur de Macron ne va pas le rétablir? Il y a aussi Pierre-Édouard Stérin, résident belge et fondateur de Smartbox. Vous savez, les petites boîtes cadeaux que vous offrez à Noël. Il estime qu'il reste 99% du travail à faire, entre autres baisser l'imposition sur les plus-values, sur les successions et sur les donations. Sans compter, ajoute la journaliste, que l'IFI, le nouvel impôt sur la fortune immobilière, inquiète les riches expatriés. Mais le pire, conclut un avocat fiscaliste, le signal le plus dévastateur qui a été envoyé, c'est la taxation sur les signes extérieurs de richesse. Ça leur a donné l'impression qu'ils devaient expier. Nous, ce qu'on entend, c'est « ne rentrez pas, on ne vous aime pas », confirme un Français installé à Bruxelles. Besoin d'amour ou insatisfaction chronique, on penche plutôt pour la deuxième option. Enfin, actualité oblige, j'ai bien cherché, mais Capital n'a pas interrogé le tennisman Jo-Wilfried Tsonga, résident en Suisse, investisseur luxembourgeois et heureux vainqueur de la Coupe Davis sous le maillot bleu. On ne sait jamais, peut-être aurait-il envie de revenir ou pas, l'histoire ne le dit pas. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe 1.